Bonjour à tous. Le Cameroun est à la une de l'actualité de ces dernières semaines, notamment après la prise d'otages de 7 Français dans le nord du pays qui ont ensuite été emmenés au Nigeria voisin. Mais les problèmes de fond du pays sont nettement moins abordés et non plus son histoire récente. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Dans un livre intitulé Cameroun, une guerre cachée, paru aux éditions La Découverte, 3 journalistes et historiens ont tenté de faire sortir de l'ombre le passé trouble et les épisodes de décolonisation notamment qui minent encore aujourd'hui le pays. Alors pour en parler, nous recevons Manuel Domer, qui est l'un des auteurs. Bonjour Manuel. Bonjour. Bienvenue sur Alcara. Vous avez travaillé pendant plusieurs années à la rédaction de ce livre avec vos co-auteurs, Thomas Deltombe et Jacob Tsatsitsa. Alors d'abord, je voulais vous demander dans quelle mesure pensez-vous que ces crimes ont encore une influence aujourd'hui sur la vie politique camerounaise ? En fait, la guerre cachée que la France a menée au Cameroun entre 1955 et 1970 à peu près, a des conséquences très directes sur la vie politique camerounaise, parce que le but n'était non pas d'empêcher l'indépendance, puisque le Cameroun est devenu indépendant le 1er janvier 60, mais de contrôler cette indépendance, et donc de mettre à la tête du Cameroun un chef d'État ami de la France, qui s'appelait Amadou Ahidjo, qui ensuite a désigné son successeur Paul Biya, qui est encore aujourd'hui à la tête du Cameroun. Il n'y a eu que 2 présidents depuis l'indépendance, et ces présidents ont été choisis par Paris. Alors pour entrer un peu dans les détails, vous avez enquêté sur une période qui dure environ une quinzaine d'années, à partir de 1955, une guerre que vous dites être essentiellement contre l'UPC, qui était le parti indépendantiste, qui aurait fait au moins 100 000 morts. Qu'est-ce que vous avez pu trouver comme élément de preuve? Comment vous avez mené l'enquête? Alors tout d'abord, on a mené l'enquête dans les archives militaires françaises, qui depuis quelques années sont ouvertes. Ça avait rarement été fait jusqu'ici, et on s'aperçoit que les rapports militaires de l'époque, qui ne sont pas publics, mais qui étaient à l'époque secrets confidentiels, mais qui aujourd'hui sont accessibles après quand même pas mal de démarches, parlent de la guerre de manière assez ouverte, les opérations militaires, les bombardements, le regroupement des populations dans des villages qui ressemblent un peu à des camps de concentration quand même, sur le modèle de ce qui avait été fait en Algérie juste auparavant. Et cette guerre n'est pas cachée dans les papiers. Les militaires français parlent de guerre, ils utilisent le mot, et notamment un général français, Max Briand, avait parlé par exemple de 20 000 victimes uniquement pendant les premiers mois de l'année 60, uniquement dans la région de l'ouest du Cameroun. Donc à partir de là, on peut extrapoler un petit peu, et notamment les archives britanniques parlent de 80 000 morts sur toute la période. Donc on n'est pas du tout dans des opérations de maintien de l'ordre, de répression policière, on est vraiment dans une guerre qui a été cachée, qui a duré de longues années, et qui s'est achevée en 1971 par l'exécution du dernier résistant camerounais de l'époque, Ernest Ouandié. Cette guerre, selon vous, est-ce qu'elle a aussi laissé des traces profondes au-delà de la vie politique dans la société camerounaise? Par exemple, dans son rapport à la violence, puisqu'il y a beaucoup d'épisodes où vous relatez des actions assez extrêmes. Oui, c'est une guerre en fait, qui a traumatisé tout le Cameroun, et en particulier quelques régions du Cameroun qui ont été spécialement victimes de cette guerre, parce que c'était une guerre coloniale, mais c'était aussi une guerre civile, dans le sens où Paris a monté certaines ethnies les unes contre les autres, et au sein même de chaque village a choisi des supplétifs, un peu comme en Algérie d'ailleurs, pour réprimer à moindre coût, on va dire, les rebelles camerounais. Et donc forcément, même 50 ans plus tard, les familles, les villages, les régions sont divisées en fonction de qui a choisi le camp de la France ou pas à cette époque. Et donc forcément, ça a été extrêmement violent. Et donc dans chaque village, on a des griefs à l'égard de ses voisins, à l'égard des autorités. Et souvent, on dit que les Camerounais ne se révoltent pas beaucoup, puisqu'il n'y a eu que 2 présidents depuis l'indépendance. En réalité, ils l'ont fait dans les années 50, ils en ont payé un prix extrêmement coûteux. Ils l'ont refait en 1990 avec tout le mouvement des villes mortes, et là aussi la répression a été féroce, et à chaque fois ils ont perdu politiquement. À chaque fois la France a pu choisir son candidat, Amadou Ahidjo, et Paul Biya a pu se maintenir au pouvoir malgré le mouvement des villes mortes. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile pour des Camerounais de se dire on va reprendre la rue, on va essayer de renverser le président qui est quand même, on peut dire, un dictateur, parce que forcément, il reste en mémoire le traumatisme de la guerre du Cameroun. Alors cette guerre a aussi mis en place une forme de système, c'est ce que vous montrez un peu, et on imagine bien des rapports assez figés avec l'ancienne colonie. C'est toujours valable aujourd'hui en fait. C'est évidemment différent aujourd'hui, parce que dans les années 60 par exemple, la France, dans un pays indépendant, dirigeait quasiment chaque ministère. En sous-main, chaque ministre avait un conseiller technique qui dirigeait à sa place. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a un vrai gouvernement camerounais, même si la France reste toujours derrière, notamment pour l'appui militaire. Le Cameroun est le pays qui bénéficie le plus au monde de la coopération militaire française.
Et on sait que les armes, les munitions, les formations servent à réprimer la population camerounaise. Par exemple, en février 2008, l'armée et la police camerounaise ont tué 150 Camerounais dans la rue qui étaient désarmés parce qu'ils protestaient contre Paul Biya. Et c'était avec la formation militaire française. Donc il y a un soutien qui n'est peut-être plus aussi décisif qu'avant, mais qui reste un soutien important de la part de la France au régime camerounais. Dans le cas du parcours même du président actuel, Paul Biya, est-ce qu'on sait quel a été son rôle justement dans ces éléments de guerre des années 50, des années 60 et comment il en est arrivé au pouvoir? Et est-ce que selon vous, il est possible de voir émerger, maintenant que son règne a été si long, un système post-Biya? Alors Paul Biya, pendant la guerre du Cameroun, avait un rôle assez mineur. D'ailleurs, c'est un personnage assez mineur en fait sur la scène historique. Il faisait ses études en France, présélectionné par les élites françaises. Et ensuite, c'était une sorte de haut fonctionnaire assez neutre, assez transparent. Et il est devenu à un moment Premier ministre d'Amadou Ahidjo, nommé par Ahidjo. Paul Biya n'a jamais été élu, on va dire, par le peuple, n'a jamais été un politicien populaire ou à la tête d'un mouvement politique. Et à un moment, par surprise, Amadou Ahidjo a quitté le pouvoir et il a mis à sa place Paul Biya, qui donc n'a jamais été élu. Et puis, depuis 1982, Paul Biya règne, bon an, mal an, étant plus ou moins réélu dans des conditions à chaque fois très contestées et très contestables, avec le soutien de la France, mais de plus en plus de grandes puissances, notamment les États-Unis, commencent à rechigner et protestent régulièrement contre les conditions d'élection faussées de Paul Biya. Donc aujourd'hui, il a été réélu l'an dernier pour à nouveau 7 ans, donc ça fera 1982-2018. C'est quasiment unique au monde aujourd'hui, hein, à part les Castro ou des choses comme ça. C'est vraiment un pouvoir qui ne repose quasiment sur rien, parce que Paul Biya n'est pas populaire. Il réunit son conseil des ministres à peu près une fois par an. Il est la moitié de l'année en Suisse en voyage, donc il ne dirige même pas son pays. Il laisse régner une forme d'anarchie corrompue, sans réel pouvoir, mais avec une répression qui n'est pas spectaculaire, mais qui est quand même là à chaque fois que des Camerounais essaient de remettre en question son pouvoir. Donc est-ce qu'il pourra passer la main? Il est quand même de plus en plus proche de la mort, donc il est possible que ce soit le dernier moyen de s'en débarrasser en fait pour les Camerounais. Merci beaucoup Manuel Domergue. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de ce livre « Cameroun, une guerre cachée » paru aux éditions La Découverte. Et pour tous nos téléspectateurs, n'hésitez pas à retourner sur notre site internet pour voir ou revoir ces interviews au www.alcaratv.net. Merci à tous et à bientôt.